Il existe dans l'histoire de la franc-maçonnerie deux périodes. La première est dite opérative. Elle concerne l'époque schématiquement médiévale où les francs-maçons étaient avant tout des gens qui construisaient des édifices, principalement des édifices religieux. Leur métier était la maçonnerie, était l'art de bâtir. Cette maçonnerie opérative, cette époque opérative, s'oppose à la maçonnerie dite spéculative qui va apparaître progressivement dans le courant du XVIIe siècle. Et là, il s'agit d'une maçonnerie spéculative parce que les hommes qui la composent majoritairement et puis très vite exclusivement ne sont pas du tout des gens qui sont liés au métier de maçon. Ce sont des intellectuels, ou des négociants, des bourgeois, bientôt des aristocrates, des gens d'états sociaux extrêmement divers, mais dont la caractéristique commune est précisément de n'avoir aucun lien avec le métier de maçon. Et tout le problème de la franc-maçonnerie spéculative a été de se situer par rapport à la franc-maçonnerie opérative. Et très tôt, au début du XVIIIe siècle, quand les francs-maçons spéculatifs commencent à écrire leur histoire, ils créent progressivement la légende de la filiation opérative. Cette conception d'une filiation directe, sans rupture ni discontinuité de la maçonnerie spéculative par rapport à la maçonnerie opérative, les recherches historiques opérées dans les 30 dernières années ne permettent plus de la soutenir. La franc-maçonnerie spéculative est en rupture totale avec la maçonnerie opérative dont elle ne procède pas directement. La maçonnerie spéculative n'a fait qu'emprunter les formes, certains usages, une emblématique, des symboles réputés avoir appartenu à la maçonnerie opérative. Il n'existe pas de continuité entre les deux. Alors la question, effectivement, est de savoir pourquoi avoir emprunté à la maçonnerie et pas à d'autres métiers. Eh bien, probablement, parce que depuis le début du XVIe siècle, est né un puissant mouvement intellectuel, étendu à l'Europe tout entière, qui fait de l'architecture le lieu électif d'expression d'une pensée et d'une philosophie et d'une vision religieuse et spirituelle du monde entier. Ce système qui consiste à voir dans l'architecture un lieu idéal de projection d'une pensée philosophique et mystique, c'est très exactement ce qui est repris par la franc-maçonnerie. Alors ils ont gardé la symbolique du métier, parce que la symbolique du métier leur donnait un cadre protecteur, leur donnait une légitimité. C'est un métier qui est quand même une aristocratie de métier, et leur donne une ancienneté par les écritures, puisque très vite, ils amalgament cette coquille, cette teinture opérative ancienne dans les spéculations autour du temple de Salomon. Or, le temple de Salomon, ce sont les écritures, c'est la légitimité. Dans ce temple de Salomon, on peut penser tout à fait raisonnablement que se sont réunis les premiers bâtisseurs, les premiers francs-maçons, donc que c'est dans ce lieu qu'a existé la loge mère de toutes les loges du monde. C'est une légende, mais c'est intéressant parce que ça donne un acte fondateur. Or, toute société de ce type a besoin d'un acte fondateur. Ils auraient pu prendre une autre référence, mais beaucoup moins intéressante. C'était plutôt celle d'ailleurs des opératifs du Moyen-Âge, la tour de Babel. Mais c'est une expérience beaucoup plus désastreuse. Le temple de Salomon, dans cette image, dans cet archétype, dès qu'il est représenté, sert de support à un cérémonial qui est commémoratif au départ. Donc il y a une démarche édifiante, méditative. Et c'est dans ce cadre qui est vraiment, d'une façon très imbriquée, à la fois un cadre professionnel dans son apparence et à la fois un modèle spéculatif dans la reprise du temple de Salomon, qu'à ce moment-là se construit une sociabilité festive, mondaine,
fraternelle, qui hérite effectivement et de toutes les sociétés badines de l'époque, et de tout un tas d'éléments culturels venus de la chevalerie, de certains courants monastiques, des sociétés d'archers, de toutes sortes de sociétés populaires, de toutes sortes d'attentes finalement sociales de leur époque, qui créent peu à peu un monde nouveau. C'est une société masculine. D'abord parce que l'Angleterre, les pays anglo-saxons vivent déjà à cette époque-là typiquement dans une sociabilité masculine dans ce domaine, avec quelque chose qui hésite encore entre le clubisme actuel et le monde des tavernes. Mais de toute façon, quand cette société arrive en France, elle trouve une culture courtoise, elle trouve un éveil intellectuel de certaines catégories féminines, une vitalité dans l'ensemble de la présence féminine tout à fait intéressante, tout à fait étonnante. Très vite, des femmes sont associées dans les loges. On le voit par beaucoup de témoignages qu'on trouve à partir des années 1740 essentiellement. Des loges mixtes et bientôt des loges féminines entièrement se constituent et ça se terminera par la constitution d'une maçonnerie d'adoption. Les femmes ne travaillaient pas moins bien que les hommes en loge, les loges ne travaillent pas de toute façon. Les loges se réunissent, perpétuent, méditent éventuellement, transmettent un certain nombre d'usages, mais le travail en loge tel qu'on voudrait le voir aujourd'hui ne peut pas être considéré sous cet angle. La loge est aussi le repas en commun, la fraternité, le fait de disposer d'un passeport cosmopolite pour aller d'un pays à l'autre, être un lieu de rencontre, un lieu d'échange. On s'intéresse au genre humain dans une acception qui va déjà plus loin que ce qui est caritatif, mais qui n'est pas encore, bien entendu, l'engagement solidaire que connaîtra plus tard la pensée maçonnique dans certains domaines. Par-dessus les âges, la franc-maçonnerie n'est jamais la même et est toujours restée finalement la même. Il est resté une continuité remarquable dans ce qui est par exemple l'adhésion fraternelle. Le postulat sur l'amour vers l'autre, sur le fait que même si l'autre n'est pas forcément bon, il est perfectible, qu'il y a quelque chose en nous qui peut nous tirer vers le haut. C'est quelque chose qu'on sent toujours. Il y a une espèce d'amour de l'homme qui est inhérent à la maçonnerie, qui est quelque chose de tout à fait fondamental. Il y a ensuite une facette initiatique qu'on sent finalement exister dès le début, une lecture du monde, une proposition de déchiffrement qui me semble tout à fait actuelle. Et puis enfin, il y a cette idée tout de même que le monde existe, qu'on n'en est pas coupé, qu'il y a une participation, une amélioration, un apport. Et cet engagement humaniste, au XVIIIe siècle, est déjà présent et il le sera au XXIe siècle, je crois. La maçonnerie de la Troisième République, de la Belle Époque, c'est une maçonnerie essentiellement politique. Et donc l'engagement politique passe souvent par une entrée dans les loges. Et les loges, d'ailleurs, les travaux des loges sont essentiellement tournés vers l'action, plus que vers la réflexion. Alors qu'au XXe siècle, la carrière politique s'est totalement détachée de l'appartenance maçonnique qui est devenue quelque chose de plus individuel. Les hommes politiques qui viennent en maçonnerie, puisqu'il y en a quand même un certain nombre, n'y viennent pas avec le même état d'esprit que leurs prédécesseurs. Ils viennent se ressourcer dans la loge, retrouver un supplément d'âme dans la franc-maçonnerie, et non pas, disons, considérer qu'elle peut les aider dans leur carrière politique. Si vous vous identifiez ça trop au pouvoir, vous risquez de ne pas avoir l'adhésion de gens qui tiennent avant tout à leur aventure singulière et à la réalisation de leur propre vie. Vous aurez en effet des gens très très bien. Enfin, c'est comme une identification trop poussée à la République, d'une certaine façon. C'est quand même un des problèmes, je crois, un des problèmes de la maçonnerie française. Alors et puis vous avez des divergences qui s'accentuent entre la France et l'Angleterre, etc. Donc il y a et puis il y a Dieu ou il n'y a pas Dieu, et puis qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Je
Je pense qu'il y a presque une instrumentalisation des préjugés de part et d'autre, en France de la part des catholiques, mais aussi une sorte d'anticléricalisme qui a fait, à mon avis, son temps. C'est pour ça, enfin, c'est ma plaidoirie. Hein. Je pense qu'il ne faut pas revenir, on ne revient pas en arrière, on ne revient pas au XVIIIe siècle, ce serait ridicule. Et on ne va pas non plus être élitiste, ça n'est pas le problème. Mais il me semble qu'il faut aller plus loin, et donc c'est une question politique, à la fois de recherche métaphysique, mais aussi politique, les deux choses sont liées. Donc évidemment, qu'est-ce que l'Europe ? Mais qu'est-ce que l'Europe dans le monde, etc. Voilà les vraies questions d'aujourd'hui. Et puis qu'est-ce que c'est que l'être humain en cours de reproduction technique? Qu'est-ce que la génétique vient faire là-dedans? Votre génome est décrypté, votre ADN ne fait aucun doute. Ce sont des questions, je crois, de mutation. Il y a là, dans la franc-maçonnerie, dans la question de la naissance, de la mort, etc., un enseignement très profond qu'on peut poursuivre par bien des voies. La plus intéressante étant, à mes yeux, tout ce qui va du côté alchimique, par exemple. Il est certain que tout ce qui peut être transmutation, métamorphose, résurrection, doit intéresser automatiquement, dirais-je, quelqu'un qui a envie de se réveiller et de ne pas mourir dans l'ignorance. Nous sommes des penseurs libres. Et c'est pour ça qu'on peut se remettre en question tout le temps, tout le temps. Rien n'est acquis. Demain, c'est un autre jour et c'est bien. Est-ce qu'on est maçon 2 fois par mois, pendant 2 ou 3 heures, ou est-ce qu'on est maçon toute sa vie, 24 heures sur 24 ? Moi, personnellement, je pense qu'on est maçon toute sa vie, tous les jours, et à toutes les heures, du jour comme de la nuit. Je crois que c'est une formidable école qui a besoin de... C'est une sorte de garant d'une société, la maçonnerie.